Super. Bon allez, il est 32, on va commencer, on va pas perdre de temps parce que c'est un webinaire, vraiment flash. Donc là, ça va vraiment durer une demi-heure et puis je vais vous laisser un petit peu de temps, pour les questions. Fais un peu bidouiller pour agrandir l'image. Ouais, mais je peux pas trop parce que j'ai peur de faire une bêtise là. Du coup, bon, navrée pour l'image, c'est vrai que sur l'ordinateur, ça se verra pas. Enfin, c'est assez en plus grand. Après, si c'est sur votre téléphone, on voit en plus petit. Ok, donc on va commencer pour ce webinaire. Du coup, ça fait un petit peu ambiance podcast aussi, ça peut être pas mal. Donc là, on va commencer sur le webinaire syndrome intestin irritable et vous savez que j'adore commencer par les définitions parce que ça permet vraiment de recadrer. Donc on va recadrer un petit peu tout ça. Syndrome intestin irritable ou colopathie fonctionnelle ou côlon irritable. D'ailleurs, ça a été changé. Avant, c'était côlon irritable. Maintenant, c'est intestin irritable parce que ça comprend également l'intestin maintenant. Donc, ils ont un petit peu changé. C'est un trouble fonctionnel intestinal qui est dû à un syndrome chronique. Voilà. Donc, c'est plus de 6 mois avec le même symptôme, le même syndrome. Donc, ces symptômes, douleur abdominale, trouble du transit, alternance diarrhée-constipation, douleur souvent alors péri-ombilicale. Moi, j'ai beaucoup de patientèles avec les douleurs au flanc, fossiliaque aussi et région pelvienne. Chacun doit étirer l'image dans la partie coin en bas à droite si quelqu'un le souhaite pour agrandir. Ok, super, merci Guy. Super, merci. Comme ça, vous pouvez agrandir l'image. N'hésitez pas à regarder en chat les petites interventions de nos amis Guy et Jean-Christophe. Merci. Voilà, là, on peut retrouver principalement les douleurs. Parfois, c'est d'ailleurs toujours ciblé au même endroit. J'ai des personnes qui viennent vraiment avec des troubles, souvent péri-ombilicales ou vraiment la fosse iliaque, droite ou gauche. Donc, on a toujours ces problématiques qui peuvent revenir au même endroit. Donc ça, c'est totalement normal. Et puis après, on peut avoir toute la liste des symptômes. Malheureusement, il y en a qui vont avoir 1 ou 2 symptômes et puis il y en a, ils vont avoir vraiment toute la liste. Donc ces personnes-là, bon, chez eux, c'est limite un petit peu plus facile à déterminer et à trouver en termes de patho. Donc malheureusement pour eux, parfois, c'est ce qui permet quand même de déterminer la problématique. Alors évidemment, le syndrome intestin irritable, comme le dit son nom, c'est un syndrome et il est multifactoriel. Et c'est ça qui va être très intéressant, notamment dans ce webinaire, c'est que je vous explique un petit peu les différents facteurs et ne jamais oublier, jamais, de consulter un gastro-entérologue, qu'il aille voir s'il n'y a pas de troubles fonctionnels. Donc ça, c'est une première chose. Les causes. Déjà, exclure l'affection organique, donc, comme je vous expliquais juste avant. Donc, on va faire vraiment des examens pour voir justement s'il n'y a pas de troubles fonctionnels, s'il n'y a pas d'affection organique dans la zone pelvienne, donc aussi dans le tronc. Donc, c'est bien quand même de faire des examens. Et d'ailleurs, c'est même pas bien, c'est juste indispensable. Dans les causes fonctionnelles, il peut y en avoir, mais je tiens à vous dire qu'il y a certaines causes fonctionnelles qui ne sont pas la cause du syndrome intestin irritable, notamment les diverticules coliques de nature non compliquée, donc c'est-à-dire voilà, qui sont non compliquées, comme je viens de le dire, n'entraînent pas de problématique de syndrome intestin irritable. Tout du moins, ce n'est pas la cause de la cause. Donc je sais que souvent on me dit oui, je peux avoir des diverticules, j'ai un syndrome intestin irritable, c'en est la cause. Non, c'est pas la cause. Donc on va voir que d'ailleurs la cause de la cause d'un syndrome intestin irritable, c'est super difficile à trouver et comme je vous l'ai expliqué juste avant, c'est multifactoriel. Pour moi, une des grandes causes aussi du syndrome intestin irritable, c'est le SIBO, Small Intestinal Bacteria Overgrowth. Donc, c'est vraiment des bactéries qui sont logées dans l'intestin grêle et qui ne sont pas censées être là, en tout cas pas dans cette quantité-là. Donc là, on va parler vraiment de dysbiose. Mais quoi qu'il en soit, dans un syndrome intestin irritable, il y a toujours une dysbiose. Est-ce qu'elle est causée par un SIBO ou pas? Ça a déterminé en fonction de la personne. Mais effectivement, le syndrome intestin irritable peut
être causé par un SIBO, mais il n'est pas la cause du SIBO souvent. Après, c'est difficile de déterminer la cause de la cause, évidemment, voilà. Mais on sait quand même que le SIBO, la cause ne vient pas de l'intestin irritable, c'est la conséquence. Donc, lors d'une dysbiose, donc un déséquilibre de la flore intestinale, il y a toujours certaines bactéries qui vont venir se surdévelopper et qui vont créer cet état inflammatoire. D'ailleurs, ce qui me fait venir à un point, qu'on va retrouver après, c'est la dysbiose ne vient pas toujours de l'intestin elle-même, mais elle peut venir d'un déséquilibre, notamment au niveau du haut du système digestif. Donc au niveau du foie, beaucoup de l'estomac, donc au niveau de l'hypo ou l'hyperchloridrie, donc c'est souvent une hypochloridrie, donc pas suffisamment de production de suc gastrique, qui fait, créer une stagnation en fait, de certains micro-organismes dans l'estomac qui, en fait, va aller dans l'intestin grêle et aussi se surdévelopper. Encore une fois, une dysbiose est multifactorielle et non, le stress, ce n'est pas la cause de la cause d'une dysbiose ou d'un syndrome intestin irritable. Il y a quand même une cause fonctionnelle à chaque fois. Alors, ça peut être issu d'un vieux trauma qui est venu déséquilibrer tout un tas de choses au niveau du système digestif, mais c'est pas la cause de la cause. Le stress n'est pas la cause du syndrome intestin irritable. Donc quand quelqu'un vous dit ah mais c'est dans ta tête, c'est parce que si tu es moins stressé, t'inquiète pas, tu auras moins mal au ventre, c'est complètement faux, faux et archi faux. D'ailleurs, on le voit bien dans les SIBO. Ça fait peu de temps quand même qu'on comprend cette maladie, qu'elle est diagnostiquée dans les hôpitaux par un breath test, donc les tests par le souffle avec du lactulose ou du fructose. Mais en fait, c'est quand même assez récent. Donc, dès qu'on avait des troubles digestifs qu'on n'arrivait pas à déterminer au niveau d'une affection organique précise, eh bien, on le mettait sous le coup du stress. Donc, non, il y a une vraie raison à ça. Et c'est la dysbiose. Après, la dysbiose, c'est vague parce que c'est un trouble du microbiote. Donc, il faut venir voir quel micro-organisme et quelle bactérie s'est surdéveloppée et est responsable de ça. C'est ça qui est vraiment intéressant de trouver. Donc déjà, déterminer le type de dysbiose. Alors évidemment, je ne peux pas faire d'accompagnement personnel là, maintenant tout de suite, mais vous imaginez bien que c'est tout un travail de recherche et il peut y avoir des causes un petit peu multiples. Donc ça peut être bactérien, ça peut être une levure, ça peut être donc un candida, voilà, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Ça peut être une ancienne infection Helicobacter pylori aussi, qui est un petit peu dégénérée, qui n'a pas bien été traitée, ou une gastrite qui a pris de l'ampleur après, par exemple, une infection Helicobacter pylori. Ça peut être la cause aussi d'une dysbiose. Donc, allez voir au niveau de l'estomac et vraiment du haut du système digestif. Comme je le disais, le stress n'est pas la cause d'un syndrome intestin irritable. Par contre, il va aggraver le problème. D'ailleurs, on se demande, quand j'ai préparé le webinaire, j'ai mis un gros point d'interrogation sur le système hormonal, qui a une cause indirecte sur le syndrome intestin irritable, et sur l'auto-immunité. Alors l'auto-immunité, on le sait, hein, j'ai mis un point d'interrogation, voilà, même si effectivement on sait qu'il y a un lien. Mais voilà, je vais en revenir de toute façon après par rapport à l'auto-immunité, mais c'est intéressant quand même que je vous parle aussi de ça. Alors évidemment, si vous avez aussi cliqué sur le lien rejoindre la réunion, c'est parce que très certainement vous avez des problématiques alimentaires. Alors je ne parle pas forcément d'allergie, mais ça peut être aussi des intolérances. Alors en soi, l'intolérance n'est pas la cause du trouble. C'est toujours pareil. Le syndrome intestin irritable, pour vraiment trouver la cause, c'est quand même assez complexe. Mais les allergies alimentaires ou l'intolérance n'est pas la cause du phénomène lié aux difficultés d'assimilation. C'est vraiment l'assimilation au niveau de l'intestin qui va provoquer ça, mais ce n'est pas la cause, en fait, de votre problématique. Donc, évidemment, quand il y a un syndrome intestin irritable, on parle énormément de tout ce qui est alimentation sans FODMAP. Oui, l'éviction alimentaire est une bonne option, mais elle ne règle pas le problème. Je l'ai vu au cours de ces dernières années en accompagnement, même dans pas mal de troubles SIBO. Effectivement, c'est vraiment difficile de faire vraiment le lien avec les problématiques alimentaires. Et il faut faire des évictions alimentaires. Mais ce n'est pas ça qui va
vraiment régler la cause de la cause. En fait, l'éviction alimentaire, elle va éviter que l'intestin ait une réaction face à cet aliment-là. Donc, typiquement, lors d'un SIBO, si vous avez soit une dysbiose par putréfaction ou par fermentation, il y a vraiment des bactéries qui vont venir, elles, être stimulées au moment où vous allez manger tel ou tel aliment. Mais c'est pas ça, c'est pas l'éviction alimentaire qui va régler votre problème. Ça va soulager, mais ça va pas régler votre problème. D'ailleurs, à un moment donné, moi, je retrouve des gens en cabinet qui me disent, mais en fait, je ne mange plus rien, à part des pommes de terre et du poisson et du blanc de poulet cuit à l'eau. Les personnes ne mangent plus rien. Donc, il faut vraiment aller chercher la cause de la cause et travailler sur l'état fonctionnel général, en fait, du système digestif. L'éviction alimentaire, pour moi, elle est bien quand vraiment la personne elle est en crise ou quand vraiment il y a une allergie alimentaire ou qu'on a vraiment déterminé l'aliment, parce que la liste sans FODMAP, donc c'est tout ce qui est fructo-oligosaccharides, elle est quand même assez vaste. Donc soit vous faites vraiment un régime sans FODMAP, vous éliminez tous les FODMAP, et à ce moment-là, si effectivement vous n'avez plus de réactivité au niveau de l'intestin, on sait que c'est ça, mais vous n'allez pas faire toute votre vie sans FODMAP. C'est pas l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher quelle est la cause du déséquilibre, la bactérie. Bref, le dérèglement, la dysbiose qui est responsable en fait de ce dérèglement-là. Que ça fasse 6 mois que vous soyez atteint de SII ou que ça fasse 10 ans, 15 ans. Donc c'est vraiment au niveau du grêle en fait qu'il y a une difficulté qui se déclenche en fait au niveau des troubles de l'ingestion des aliments. Ouais, ce que j'avais noté, c'est vraiment cette réactivité-là qui va faire que il va y avoir une inflammation. Et donc, c'est pas le SI qui est vraiment directement responsable de ça. Alors, si j'imagine que vous posez un petit peu la question, est-ce qu'elle va parler d'hyperperméabilité intestinale? Oui, évidemment, parce que pour moi, l'hyperperméabilité intestinale, je pense que c'est quand même un des facteurs déclenchants qui va avec la dysbiose. Enfin, c'est même pas je pense, c'est que ça a été quand même prouvé scientifiquement qu'une dysbiose va impacter le tissu intestinal. Qui va, lui, s'inflammer et créer de la porosité. Et à ce moment-là, il va y avoir effectivement tout un tas de troubles qui vont en découler, et notamment de l'auto-immunité. Donc oui, évidemment que l'hyperperméabilité intestinale est un des grands facteurs du syndrome intestin irritable. Alors, est-ce qu'il en est la cause ou la résultante? Encore une fois, c'est un petit peu dur de le déterminer. C'est comme un SIBO, à chaque fois, de qui la poule ou de l'œuf, c'est un petit peu difficile de le déterminer. C'est pour ça que c'est important d'agir sur plusieurs aspects de la problématique, que ce soit sur la gestion du stress, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur l'alimentation de manière générale. Je ne parle pas que des évictions, mais justement de certains manques qu'il peut y avoir, parce que le syndrome intestin irritable, de par sa définition aussi, va créer des problématiques d'assimilation. Donc voilà, il faut voir un petit peu au fur et à mesure, si ça fait longtemps que vous avez un syndrome intestin irritable, s'il y a des manques, et puis si ces manques-là ont été la résultante justement du syndrome intestin irritable ou de l'hyperperméabilité. D'ailleurs, en parlant d'hormones, parce que je vous ai parlé d'hormones tout à l'heure, je ne dis pas que les troubles hormonaux sont la cause d'un syndrome intestin irritable, mais on sait aussi que les troubles de la thyroïde peuvent déclencher un syndrome intestin irritable. Alors, est-ce que les personnes l'avaient auparavant, c'était assez minime, elles avaient déjà des soucis un petit peu d'intestin, des petites intolérances alimentaires, et puis bon, elles se disaient que ça passait, et au final, une crise dans leur vie à développer justement une crise ou un virus aussi, à développer des problématiques thyroïdiennes, et il en a résulté que ça s'est aggravé pour le syndrome intestin irritable, ou est-ce que ça a déclenché un syndrome intestin irritable? Bon, il faut vraiment voir cas par cas, mais je pense que ça peut déclencher un syndrome intestin irritable. Donc je dirais oui pour l'association d'un trouble hormonal et d'un syndrome intestin irritable, clairement. Pour l'hyperperméabilité, alors je vais vous donner après, là je vous fais vraiment un gros, vraiment je survole le syndrome intestin irritable, parce que comme je vous l'ai dit, ça dure une demi-heure, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, et puis je vais rentrer un petit peu dans le détail de ce que vous pouvez faire, parce que maintenant que vous avez déterminé une problématique, c'est bien de trouver des solutions. Mais je reviendrai tout à l'heure sur quand même l'hyperperméabilité intestinale et sur l'alimentation. Alors, je sais que parmi vous, il y a des végétariens et des véganes.
mais clairement, je ne vais pas mâcher mes mots, le syndrome intestin irritable est aggravé puissance 1000 quand il y a ce type de régime-là. Je vais m'expliquer. En fait, souvent, votre apport de protéines, notamment animales, est clairement bas, voire inexistant. Et en fait, découle de ces protéines justement des acides aminés. Donc, ces protéines qui vont se transformer en acides aminés. Et certaines acides aminés qui viennent de protéines animales sont indispensables à l'intégrité en fait du tissu intestinal. Donc, pour moi, des aliments qui sont riches en micronutriments mais vides, par exemple en calories ou en protéines, va aggraver en fait la problématique du syndrome intestin irritable. Donc, je le vois couramment, voire malheureusement quotidiennement en cabinet, sur des personnes qui ont pensé faire bien, parce que c'est pas forcément par conviction au niveau animal, mais plutôt par santé, parce qu'on leur a dit que la viande était mauvaise pour la santé. Alors, elle est mauvaise quand elle est de très mauvaise qualité, quand on achète une viande qui est piquée aux hormones, il y a je sais pas quoi, qui est élevée en batterie et dans des conditions absolument ignobles. Ce n'est pas le cas, en tout cas, pour une viande qui a pâturé, qui a respiré l'air frais et qui a vécu son âge et voilà. Donc évidemment, il faut quand même classer les choses. Alors évidemment, si vous avez vraiment des convictions à ce niveau-là, voilà, je pourrais rien dire là-dessus. Mais effectivement, l'alimentation et notamment l'alimentation végane et végétarienne va venir aggraver votre problématique. Donc il y a cette histoire d'acides aminés, mais il y a aussi l'histoire des protéines, du collagène aussi. Le collagène, c'est marin, c'est forcément, en tout cas, le bon collagène est forcément animal. Donc, on est soit sur du collagène marin, qui est issu de poissons, d'arêtes, etc., soit d'animaux et notamment de bovins. Alors, il y en a il y en a de sources végétales, mais il faudrait vraiment avoir un collagène d'extrêmement bonne qualité pour pouvoir pallier à certains manques et notamment travailler sur votre intestin en tant que végétarien ou vegan. Alors ça, c'est pareil, je survole, évidemment, ça a à voir en fonction de vous et de vos convictions et de ce que vous pouvez accepter ou non dans votre alimentation. Mais sachez qu'une alimentation pauvre, donc très forte en céréales, parce qu'on ne va pas se mentir, l'alimentation végane et végétarienne, on augmente les portions de céréales, mais puissance 1000. Donc oui, ça va épuiser le système digestif, augmenter les fibres, pas toujours les bonnes fibres, et donc aggraver le problème. Donc on peut avoir autant dans un syndrome intestin irritable un manque de fibres claires, et dans un autre cas, dans des syndromes intestin irritable, on peut trouver un excès des fibres, en tout cas de fibres de mauvaise qualité, qui va créer une inflammation un petit peu permanente. D'ailleurs, je vous parlerai d'une fibre tout à l'heure que à peu près tout le monde doit connaître, mais je vous ferai une petite piqûre de rappel parce que c'est une fibre hydrosoluble et du coup qui va être très bien tolérée justement par l'intestin lors de syndrome intestin irritable. Donc là, je vais vous parler un petit peu, alors je répondrai aux questions après, j'ai vu qu'il y avait des petites questions qui sont arrivées. Les 5 produits que j'ai sélectionnés, je les ai notés tout en haut du chat. Alors, il y a certainement des produits dont vous n'avez jamais entendu parler et que moi, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je pratique quand même depuis quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, et j'avoue que mes protocoles sont un petit peu modifiés, que ce soit pour une dysbiose, un SIBO, un SII, colopathie fonctionnelle, etc. J'avoue que mes protocoles ont un petit peu changé. Évidemment, je vais les adapter en fonction de la personne que j'ai en face de moi, mais il y a quand même notamment 2 produits, dont une plante et un champignon, donc de la mycothérapie, que j'ai vraiment rajouté au protocole et j'ai trouvé que ça avait vraiment fait toute la différence. Donc évidemment, celui qui vient en premier lieu, que tout le monde connaît, c'est un acide aminé, c'est la glutamine. Donc la glutamine qui est contenue dans à peu près 70 à 80% de nos cellules intestinales, donc vraiment les cellules de notre intestin sont nourries, donc la glutamine qui est vraiment indispensable pour l'intégrité de la paroi de l'intestin.
Donc c'est aussi acide aminé-là, c'est dur à dire, cet acide aminé-là, qui est en manque aussi lors de, régimes végétariens, véganes, mais aussi des personnes qui font, énormément de cardio. Je le vois sur des coureurs ou voilà, donc faut voir un petit peu si la personne elle est suivie, mais ça va venir aggraver, certains manques et notamment le manque en glutamine. On va retrouver beaucoup chez les personnes qui font beaucoup de cardio, beaucoup de perméabilité, d'hyperperméabilité intestinale. Donc à surveiller, c'est quand même assez simple, on va dire, je parle d'employer le mot guérir, mais en tout cas à cicatriser, on va dire ça comme ça, si on s'occupe bien de la dysbiose. En fait, la dysbiose nourrit l'hyperperméabilité. Donc, tant qu'il y a vraiment ce déséquilibre des micro-organismes, ça va venir nourrir à chaque fois et réinflammer et refaire une hyperperméabilité intestinale. Donc, l'un vient embêter l'autre. C'est pour ça que typiquement dans le SIBO, pour la plupart des cas, sauf si c'est vraiment un SIBO d'il y a quelques mois et c'est dû à une infection, typiquement un voyage à l'étranger ou une infection, même un Helicobacter pylori super violent, etc. C'est assez facile à soigner. Par contre, clairement, si vous avez un SIBO depuis 10, 15, 20 ans, moi, les personnes, je leur dis non, on ne guérit pas du SIBO. On s'en sort vraiment jamais parce qu'il y a toujours un petit peu cette inflammation permanente, ce jeu de ping-pong entre la dysbiose et l'hyperperméabilité. Donc après, on rentre vraiment dans la chronicité. Clairement, au-delà de 1 an, c'est vraiment difficile de trouver une solution nette et définitive. Après, la personne est clairement améliorée dans ses symptômes, dans sa vie, elle peut manger plus de choses. Enfin voilà, clairement, ces symptômes sont vraiment diminués, mais ça ne part jamais totalement. Et ce qui est fou aussi, notamment, peu importe dysbiose, syndrome intestin irritable, etc., j'ai vraiment des personnes qui font super attention au niveau alimentaire. Il va y avoir même des semaines ou des mois où elles vont faire aucun écart, elles vont pas forcément être stressées, elles vont bien suivre leur régime alimentaire et un jour, ça va déclencher une crise et elles ne savent pas pourquoi, elles ne connaissent pas le facteur. Donc, il faut être clair que, en fait, sur l'intestin, on ne connaît rien. Enfin, on connaît vraiment une toute petite partie. C'est comme le cerveau, le lien qu'il y a avec le cerveau. Donc, ce lien cerveau-intestin, neuromédiateur, neurotransmetteur, en fait, c'est tellement vaste. On a à peine mis l'orteil, en fait, dans cet océan de choses qu'on a encore à connaître. Donc, c'est pour ça que tout ce que je vous dis là, bon, ce sont des choses qu'on a quand même avérées. Mais de pouvoir contrôler ce type de syndrome-là, c'est pas évident parce qu'on n'en connaît pas tout à fait et exactement en fait la cause. Donc c'est un petit peu délicat de trouver voilà, le traitement parfait qui va venir à bout de cela. Alors pour le SIBO, évidemment, il y en a, hein, il y a même des traitements allopathiques, notamment des antibiothérapies. Heureusement que voilà, il y a des médecins avec qui je peux être en contact qui me permettent aussi voilà, de pouvoir faire les examens de breath test et d'avoir ces antibiothérapies adaptées à côté parce que nous, on n'est pas amené en tant que naturopathe à pouvoir vous prescrire ce genre de choses, même s'il existe des antibiothérapies de plantes naturelles. J'ai vu quand même au cours de ces dernières années sur le SIBO que clairement l'antibiothérapie chimique était quand même une des solutions les plus efficaces, même si elle n'est pas complètement définitive, surtout sur du SIBO chronique. Donc, on a parlé de la glutamine. La deuxième chose qui va agir notamment sur l'intégrité du système digestif et notamment de l'intestin, c'est une plante dont vous avez très peu entendu parler, même peut-être jamais entendu parler, c'est le sang de dragon. Donc, en fait, c'est une résine qui est extrait d'un arbre qui s'appelle sang du dragon. Et en fait, quand on fait une incision sur cet arbre-là, la sève qui sort est vraiment rouge sang. C'est pour ça qu'on lui a donné ce nom-là. Et en fait, cette sève, elle est particulièrement très cicatrisante pour tout le système digestif, c'est-à-dire que même les états lésionnels au niveau de l'estomac, il y a des résultats absolument incroyables. Elle va limiter les saignements, voire les arrêter. On peut même l'utiliser sur la peau lors de vilaines coupures, etc. Quand même à l'hôpital, on est d'accord. Mais lors même de piqûres, d'insectes, etc., on peut l'appliquer sur la peau et il y a vraiment une action de cicatrisation qui est exceptionnelle. Alors moi, je l'utilise notamment dans les maladies auto-immunes comme la RH, donc rectocolite hémorragique,
J'ai eu des résultats exceptionnels sur des personnes vraiment avec une diminution claire de l'inflammation de la zone et des saignements, notamment pour les fissures, les hémorroïdes, parce que ce sont des terrains, c'est-à-dire que c'est rare que vous fassiez vraiment des grosses inflammations et qu'après ça part du jour au lendemain et que vous n'en ayez plus. Si vous en faites 2-3, en général, vous êtes quand même susceptible d'en faire un petit peu toute votre vie, pour plusieurs raisons, plusieurs facteurs, hein. Et du coup, pour ça, le sang de dragon est exceptionnel. Mais il a aussi cette particularité lors de syndrome intestin irritable, et je le conseille notamment lors de SIBO, de vraiment calmer l'inflammation au niveau de l'intestin. Donc, ça va vraiment venir comme cicatriser en fait l'intestin. C'est assez fou. J'ai vraiment des personnes qui avaient des douleurs, donc soit dans le flanc à droite ou à gauche, ou les deux, mais c'est souvent soit l'un, soit l'autre lors de colopathie fonctionnelle. Et j'ai vraiment des personnes qui m'ont clairement dit que ça avait été le jour et la nuit. Alors évidemment, il y a eu d'autres choses qu'on a fait, mais lors de ce traitement-là, avec l'ajout de cette plante-là, de cette sève-là, il y a vraiment eu un changement. Donc, c'est vraiment quelque chose que je conseille et en fait qui existe depuis très longtemps. C'est juste que ça se vend pas couramment en fait en France et certainement pas en magasin. D'ailleurs, je sais même pas si c'est vendable en magasin en France. En tout cas, c'est vendable sur Internet. Sinon, je vous en parlerai pas. Heureusement, vous pouvez quand même y accéder. Voilà. Après, il y a quand même une posologie à respecter. Ça, je vous invite plutôt à contacter Santé Détox pour la posologie en fonction de votre problématique. Ensuite, je voulais vous parler aussi du psyllium, parce que je vous ai parlé tout à l'heure d'une fibre hydrosoluble. J'imagine que tout le monde connaît le psyllium ici. Vous pouvez le trouver un petit peu partout, en magasin bio, etc. Donc, c'est une fibre hydrosoluble qui va vraiment apaiser l'intestin. Mais comme la plupart des fibres, eh bien, ça va calmer, mais souvent, le problème est toujours là. Il va toujours y avoir des symptômes et dans les moments de crise assez importants, le psyllium ne va pas être suffisant. Donc, pour moi, c'est un bon colmatant, on va dire ça comme ça, ce qui va permettre vraiment que le péristaltisme intestinal se fasse bien, que les selles elles puissent migrer aussi dans le côlon sans forcément qu'il y ait d'irritation. Et donc, ça se fait beaucoup mieux. Et donc, ça va créer en fait comme un gel en fait qui va se mettre sur la paroi interne de l'intestin et donc créer beaucoup moins d'inflammation. Donc, je dirais que c'est vraiment quelque chose qui peut aider de manière assez importante. Par contre, c'est pas la solution au problème. Alors, je ne pouvais pas vous parler de syndrome intestin irritable sans vous parler évidemment de bromélaïne, donc qui est une enzyme, mais des enzymes de manière générale. Parce que oui, le fait qu'il y ait un développement d'un syndrome intestin irritable, pour moi, il y a une problématique déjà digestive qui va se faire plus haut au niveau du système digestif. Donc, les enzymes sont une des réponses. Pour moi, c'est une des réponses, les enzymes. Alors, je préfère toujours donner plusieurs enzymes à la fois, la papaïne, la bromélaïne, etc., pour moi, qui sont les enzymes primaires à utiliser dans ce cas-là. Mais vous pouvez d'ores et déjà utiliser uniquement la bromélaïne, qui a un impact assez incroyable, notamment lors de syndrome intestin irritable. Mais je vous invite aussi à utiliser plusieurs enzymes qui vont stimuler la digestion à plusieurs niveaux du coup. Pour les enzymes, évidemment, là, ce dont je vous parle, c'est tout ce que vous retrouvez dans le haut du chat. Hein. Voilà, parce que je sais que des fois, c'est un petit peu compliqué pour vous de tout noter. Je l'ai noté dans le haut du chat. Et là, le dernier produit dont je voulais vous parler, alors, c'est un produit dont je parle jamais. Je parle jamais de mycothérapie. Donc, la mycothérapie, c'est la santé, en fait, par les champignons. Et c'est un sujet qui est très complexe, en même temps qui est très appuyé scientifiquement. Alors nous, on travaille avec la marque IFAS d'Atera. Il faut savoir qu'IFAS d'Atera, pour moi, c'est une des meilleures marques, même à l'international. En fait, c'est vraiment une équipe de scientifiques, de chercheurs qui ont développé des champignons dans des conditions réelles, hein, donc qui grandissent dans des parcs, donc vraiment en pleine nature, et qui vont faire des extraits de ces champignons. Parce qu'en fait, tout ce que vous achetez, que ce soit en magasin bio ou même partout ailleurs, c'est du champignon qui va être réduit en poudre. Sauf que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont extraire les molécules actives de ce champignon pour pouvoir avoir vraiment des concentrés. D'ailleurs, il faut savoir qu'au Japon,
Il y a un traitement qui est en association. Évidemment, je dis en association, ils ne le font pas seuls. En association, donc dans les hôpitaux suivis par des médecins pour les accompagnements en cancéro. C'est un champignon. Alors, c'est pas le champignon dont je voulais vous parler aujourd'hui, mais c'est pour un peu vous expliquer là où vraiment on a fait des recherches super intéressantes sur la mycothérapie. Ce champignon, il s'appelle la queue de dinde. Et en fait, il a vraiment des propriétés au niveau onco qui sont exceptionnelles. Il a été interdit il y a 2 ans en France, ce que je trouve particulièrement dommage, parce qu'il pourrait très bien être aujourd'hui étudié vraiment scientifiquement et sérieusement, et pouvoir être en accompagnement, typiquement en supplément, par exemple, d'accompagnement en cancérologie, avec traitement. Évidemment, c'est l'objectif. Donc il y a quand même pas mal de recherches en fait qui se font. Alors la question c'est que de dinde, comme la dinde. Voilà. Après vous trouverez des choses au niveau scientifique, mais c'est assez limité. Je vous conseille d'aller chercher chez IFAS d'Atera. Je vous noterai le nom juste là. Ça vous permettra d'aller checker si vous voulez. Et de toute façon, vous le retrouvez sur le site, sur le site Santé Détox. Nous, on fait les extraits de champignons. Par contre, on ne vend pas la queue de dinde parce que c'est interdit en France depuis 2 ans. Elle a même été retirée des complexes, donc notamment le Myco 5, qui est une des plus grosses ventes en France sur les champignons. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'en fait, c'est super appuyé scientifiquement. On sait que c'est une des parties de l'avenir. Au niveau de la santé, des médicaments, de la recherche scientifique. Et il y a un champignon qui est vendable en France qu'on appelle la crinière du lion, qui est un énorme champignon qui est juste mais magnifique. C'est vraiment énorme. C'est un champignon qui est blanc et qui ressemble vraiment à une crinière. Et en fait, ce champignon, il a été étudié pour les maladies neurodégénératives, donc tout ce qui est notamment sclérose en plaques. Donc, il y a d'excellents résultats là-dessus, appuyés scientifiquement toujours. Vous pouvez aller voir. Alors, moi, je suis toujours du genre à me dire, bon, ok, on me dit quelque chose, c'est bien. Je ne vais pas croire la personne comme ça. Je vais aller aussi faire mes recherches. Je vous conseille, si vous voulez des vraies recherches appuyées, remettez toujours en doute ce qu'on est en train de vous dire sur PubMed, donc publication médicale. Pub, P-U-B, Med, M-E-D. Et là, quand vous cherchez en fait, je sais pas, une plante, une molécule, peu importe, vous cherchez quelque chose, une molécule active, un médicament, peu importe, vous avez toutes les publications scientifiques et médicales qui ont été faites sur l'objet en question. Donc, je vous invite toujours à venir rechercher en plus de ce qu'on vous raconte. Donc, la crinière de lion qui a vraiment été étudiée en long, en large et en travers par des scientifiques et les chercheurs ont trouvé vraiment un lien avec, donc pour le traitement, je ne dirais pas le traitement de la sclérose en plaques, mais une amélioration en tout cas de la spasticité, notamment pour les problématiques de sclérose en plaques, mais pas que. Tous les troubles de la dysbiose et notamment de la muqueuse intestinale. Parce que oui, en fait, la dysbiose, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais elle est provoquée parce qu'il y a un trouble aussi de la muqueuse intestinale. Donc, ça va aider à l'intégrité de la muqueuse intestinale. Et donc, pour toutes les maladies auto-immunes, c'est une pépite. Vraiment, la crinière du lion, toutes les maladies auto-immunes, quelles qu'elles soient, c'est vraiment une pépite. Et notamment pour le syndrome intestin irritable. Alors, je ne peux pas dire, là concrètement, je n'ai pas vraiment le droit de le dire, le syndrome intestin irritable est une maladie, pathologie, syndrome lié à de l'auto-immunité, mais comme c'est un syndrome un petit peu fourre-tout, on a quand même des doutes là-dessus. Voilà, il y aurait peut-être de l'auto-immunité, certainement de l'auto-immunité derrière. En tout cas, le fait qu'il y ait vraiment une grosse dysbiose provoquerait de l'hyperperméabilité, et on sait que l'hyperperméabilité, c'est la cause de la cause de l'auto-immunité. Une des grandes causes de l'auto-immunité. Donc, je rajouterais dans ce 5e et dernier élément la crinière du lion. Alors, attention, la mycothérapie,
il faut la prendre avec de la vitamine C. Parce qu'en fait, la L-acide ascorbique, donc qui est la molécule de la vitamine C, va activer en fait le champignon, quel qu'il soit. Voilà, peu importe la mycothérapie que vous allez prendre, il faut quand même l'associer à de la vitamine C et notamment de la L-acide ascorbique. Pas de l'acérola avec 90% de sucre et 10% d'acérola. Voilà, c'est vraiment L-acide ascorbique. Donc ça, de toute façon, la vitamine C qui est synthétique, qui est en fait issue de fermentation bactérienne, elle n'est pas vraiment synthétique, enfin elle l'est, mais voilà, sans l'être, c'est de la L-acide ascorbique, donc fermentation bactérienne. Eh bien, écoutez, ça fait un petit peu plus d'une demi-heure, donc je vais passer aux différentes questions. J'ai vu qu'il y a eu plusieurs questions qui ont été posées, donc merci en tout cas de votre réactivité. Peut-on trouver la cause dans les selles du syndrome intestin irritable? Alors, pour moi, quand la personne, elle vient me consulter, quand il y a vraiment des symptômes importants au niveau du système digestif, j'aime bien qu'elle ait fait toutes les recherches, dont une coproculture. La coproculture, c'est l'analyse des selles. Donc, on va voir s'il n'y a pas certains parasites, champignons, etc., du sang, etc. Tout en sachant que vous avez certainement déjà participé à nos conférences avec Patricia sur les microparasites. On ne trouve pas tous les microparasites dans les selles. C'est ça qui est un petit peu perturbant. On en trouve certains, heureusement, mais on ne trouve pas tous les microparasites. Donc, je dirais qu'on ne peut pas forcément trouver la cause dans les selles, mais que c'est toujours intéressant de faire une coproculture pour vraiment mettre de côté, en tout cas, une grosse parasitose ou une infestation de micro-organismes, quelle qu'elle soit, qu'on pourrait éventuellement trouver dans les selles. L'âge peut-il aggraver la situation? Alors, j'aime à dire que oui, plus on avance dans le temps, et si la problématique était déjà là et plus on avance dans le temps, oui, plus la problématique va s'aggraver. Je ne dirais pas que c'est l'âge qui est le déclencheur, en tout cas, d'un syndrome intestin irritable. Pas du tout. Mais oui, plus on avance dans l'âge, en fait, je pense que des fois, on s'adapte à beaucoup de problèmes. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a un souci intestinal, que nos selles, elles sont pas parfaites, qu'on a des troubles digestifs. Mais souvent, on attend vraiment que ça soit important pour aller voir un gastro. Et le gastro, il va regarder au niveau fonctionnel, il n'y a rien. Donc, effectivement, voilà, une fois qu'on a fait un petit peu toutes les recherches, il faut se retourner plutôt vers un naturopathe pour que lui, il vienne explorer et chercher peut-être d'autres problématiques. Donc, on va dire que l'âge n'est pas le déclencheur, mais il peut aggraver s'il y avait déjà des symptômes qui ont été ignorés. L'argent colloïdal pour remplacer les antibiotiques. Alors, est-ce que c'est dans le cas d'un syndrome intestin irritable? Parce que non, pour moi, l'argent colloïdal, oui, enfin, pour répondre à la question, oui, l'argent colloïdal. Alors non, l'argent colloïdal ne peut pas remplacer un antibiotique. Déjà, j'ai pas le droit de le dire, que ça peut remplacer un antibiotique. Par contre, effectivement, on sait que l'argent colloïdal a des propriétés antibiotiques. Par contre, dans un syndrome intestin irritable, je ne vois pas l'intérêt d'aller venir poser une bombe, donc en justement mettant des antibiotiques ou des imitations d'antibiotiques. Tout simplement, ça dépend de la cause du syndrome intestin irritable. Si c'est un SIBO, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, une antibiothérapie nécessaire. Voire même dans d'autres troubles comme des infestations de microparasites, etc. Mais là, en tout cas, je ne vois pas le... Non, vraiment dans des cas très spécifiques. Et là, pas dans le cas vraiment de syndrome intestin irritable ou colopathie fonctionnelle sans SIBO. L'excès de fructose est-il un facteur aggravant? Oui. Et ça va dépendre du problème, de la source du syndrome intestin irritable. Ça va même dépendre de la surmultiplication bactérienne qui est responsable de la dysbiose et même des levures, parce que ça peut être aussi une infestation par levure. Donc là, clairement, le fructose va aggraver le problème. Mais comme d'autres, ça peut être le lactose. Mais le fructose, pour moi, je le mets vraiment tout en haut. Hein. Pour moi, c'est vraiment un facteur aggravant. Ça dépend des personnes, mais franchement, je vais dire 90% des personnes que je vois avec un ICI, oui, clairement, le fructose est aggravant. Une colonoscopie présente certains dangers. Coloscopie, oui, alors oui, ça peut présenter
certains dangers. C'est pour ça que c'est fait de manière, médicale, complètement suivi et cetera. Donc, de toute façon, tout acte, voilà, médical, peut provoquer, des dangers, tout à fait. Pensez-vous que le SIBO pourrait être des équipes du microbiote buccal? Alors, c'est une bonne question, Jean-Christophe. Déjà, un SIBO, faut se faire suivre, très clairement. Et la cause de la cause, alors je vais faire bientôt un webinaire sur le SIBO. Je sais que je vous en ai déjà parlé il y a 6 mois, mais c'était pas trop une priorité pour l'instant. Le SIBO peut pas forcément être la cause au niveau buccal. Par contre, ça vient d'un déséquilibre du microbiote, mais pas forcément buccal, et ça vient certainement de l'estomac. Voilà. Et l'estomac, en fait, c'est un déséquilibre au niveau de l'estomac qui peut entraîner un désordre au niveau buccal, mais c'est un truc de dingue parce que même un désordre au niveau du microbiote de l'intestin peut provoquer un désordre au niveau buccal. C'est assez fou. Donc, de toute façon, c'est dur à déterminer, hein. Le SIBO, vraiment la cause de la cause, pas évident à déterminer. En tout cas, on sait que c'est lié soit à une ancienne infection, comme je l'ai dit tout à l'heure, Helicobacter pylori, voilà, ancienne infection parasitaire, ça peut être aussi une grosse infection, digestive, voilà, ça peut être une hypochloridrie, ça peut être quelque chose qui s'est installé sur le long terme aussi avec une hypochloridrie. Mais l'hypochloridrie, elle est quand même souvent responsable. Poche à lavement et à quelle fréquence? Donc j'imagine, vous me demandez s'il faut faire des lavements. Alors les lavements, intestin irritable, pas pour tout le monde. Alors pas ceux qui ont des rectocolites hémorragiques, pas ceux qui ont des fissures, pas ceux qui ont des hémorroïdes. Donc voilà, déjà on exclut toutes ces personnes-là. La fréquence, ça va dépendre parce que j'ai vraiment des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques et inflammatoires qui n'ont rien à voir avec le SI et qui vont faire des lavements tous les jours au café pour se soulager au niveau des douleurs. Là, pour moi, le lavement avec la poche, pour moi, c'est pas une réponse au syndrome intestin irritable. Donc, je dirais poche à lavement, lavement, oui, mais dans quelles conditions? Est-ce que c'est le syndrome intestin irritable ou pas? Alors, attendez, parce qu'il y a pas mal de questions qui arrivent. Quand on fait une analyse de sel pour remplacer une coloscopie, alors déjà, une analyse de sel ne remplace jamais une coloscopie. Est-ce que ça aide à déterminer s'il y a autre chose dans les selles? Quand on fait une analyse de sel pour remplacer une coloscopie. Alors oui, déjà, Aline, on remplace ces deux examens différents. L'un ne remplace pas l'autre. Est-ce que ça aide à déterminer s'il y a autre chose dans les selles? Alors oui, en fait, une coloscopie, elle va pas déterminer ce qu'il y a dans les selles. Elle va nous informer si au niveau fonctionnel, il y a quelque chose, en fait, tout simplement. Donc, dans la structure, ça va nous informer s'il y a quelque chose. Mais ça va pas nous indiquer, ce qu'il y a dans les selles éventuellement. L'un ne remplace pas l'autre, il faut faire les 2. Le vinaigre de cidre en postprandial peut-il avoir une action bénéfique sur le SI? Alors oui, et je vais dire oui et non parce qu'en fait, il y a des personnes chez qui ça a très bien fonctionné, il y a des personnes chez qui ça fonctionne pas et ça dépend, comment le vinaigre est. Si c'est un vinaigre de cidre non pasteurisé avec toute sa capacité enzymatique, pourquoi pas peut-être pris pendant le repas ou juste avant un repas. Mais j'ai eu des personnes qui le supportaient pas du tout. Mais oui, vu que ça contient, quand même pas mal d'enzymes, ça peut être une des réponses. Alors oui, et l'hydrothérapie, donc je viens de répondre, l'hydrothérapie, que ce soit à la maison ou que ce soit chez un hydrothérapeute. Vous savez, chez Santé Détox, avant, c'était un centre d'hydrothérapie. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a quand même pas mal pratiqué, qu'on ne pratique plus aujourd'hui, par contre, parce que le changement de cabinet a fait que voilà, il y a eu un changement aussi de pratique là-dessus. Donc l'hydrothérapie n'est pas toujours la réponse au syndrome intestin irritable, pas du tout. J'ai des personnes chez qui ça soulage, mais c'est pas la réponse pour moi. Et j'ai des personnes d'ailleurs qui sont pas du tout soulagées et plus irritées qu'autre chose après une hydrothérapie. Comment détecter une hypochloridrie? Alors, c'est la bonne question. Déjà, il faut l'analyse du tableau symptomatique, donc il faut analyser la personne, ses symptômes, etc. Donc ça, c'est ce que moi je fais en cabinet. Il y aurait éventuellement une méthode où vous allez ingérer
Je me rappelle plus du nom en français, ça va me revenir. Du bicarbonate, c'est ça. Baking soda, donc bicarbonate qui va vraiment, voilà, c'est un test mais qui est pas sûr. Donc c'est vraiment une ingestion. Je vous invite à regarder test au bicarbonate pour acide chlorhydrique et vous allez trouver un test. Mais très clairement, pour moi, c'est l'analyse du tableau symptomatique de vos pathologies qui va clairement déterminer tout ça. Avez-vous traité des personnes avec des SI qui ont été exposées aux moisissures? Oui, mais clairement, en fait, oui. Alors, je dis pas que le SI, les moisissures sont directement liées au SI, mais c'est clairement un facteur aggravant parce qu'en fait, les moisissures, elles vont directement être liées à votre, à la quantité aussi à la quantité de microparasites. En fait, il y a un terrain microparasitaire énorme sur les personnes exposées aux moisissures et pour s'en débarrasser, et ben voilà, vous avez noté, c'est un enfer. Effectivement, pour s'en débarrasser, c'est la cata, vraiment. Donc là, c'est des protocoles super cadrés, antiparasitaires, vraiment sur longue durée, qui vont tuer plusieurs types de parasites, plusieurs stades, donc les œufs, les larves et les parasites à l'âge adulte. C'est un enfer et à vivre. Ouais. Bah, franchement, Didier, je vous conseille de vous faire suivre. D'ailleurs, j'en parlais aujourd'hui avec une de mes patientes. Elle me disait, mais c'est trop bien parce qu'en fait, vous savez quoi nous donner, etc. Mais oui, en fait, c'est notre rôle. Des fois, vous perdez un temps précieux et un argent fou à acheter plein de trucs parce que vous lisez sur Internet, vous écoutez un webinaire, etc. Et en fait, ah, vous êtes suivi, super. Et en fait, ben, des fois, on perd un temps fou parce que, ben, voilà, on n'a pas les bonnes réponses. Et puis finalement, la cause de la cause, on l'a mal déterminée. Et voilà, on tourne un petit peu en rond. Bon, bah, super si vous êtes suivi, Didier. C'est le principal. L'éther, est-ce un antiparasitaire? Ouh là là, non. Non, non. Et d'ailleurs, ça peut être un facteur aggravant parce que c'est un produit chimique, enfin, c'est une composition chimique qui, elle, va rentrer en lien avec certains microparasites. Voilà, comme beaucoup de produits chimiques d'ailleurs des produits même ménagers, des produits cosmétiques, voilà. Et l'argile verte. Alors, l'argile verte, dans quoi? Syndrome intestin irritable? Parce que oui, l'argile verte, ça peut être une bonne option, mais l'argile verte, c'est quelque chose qu'on va prendre vraiment sur courte durée. C'est pas quelque chose qu'on va prendre vraiment sur longue durée. Ça peut être extrêmement constipant. En plus, ça peut créer des calculs et tout. Donc, moi, l'argile, ouais, ok, pas n'importe laquelle, sur une durée vraiment déterminée. Et voilà, point trop d'infos. Mais pour moi, c'est pas la réponse. Pour moi, l'argile, c'est vraiment quelque chose qu'on fait sur courte durée. Le syndrome intestin irritable, c'est chronique et multifactoriel, donc c'est long. Mais en tout cas, en cas de crise, en cas de grosse crise, ça peut être une solution. Et l'argile qu'on boit. Alors, Aline, je viens de répondre à la question, justement. Donc, point trop d'infos. Et de toute façon, c'est quelque chose que je donne sur très courte durée, l'argile, tout en sachant que le syndrome intestin irritable, c'est la chronicité. Ça va pas sur le long terme, en fait. Mais en crise, c'est bien. Typiquement, si vous êtes en crise vraiment inflammatoire, ça peut être une très bonne option. Votre avis sur le Lapacho, Jean-Christophe, et la Boswellia? Oui, alors le Lapacho, j'en ai pas parlé parce que en fait, sinon je parlerais de beaucoup de produits. Mais le Lapacho, oui, tout à fait. Par contre, ça dépend sous quelle forme. Et ça dépend pour qui, parce que ça va pas à tout le monde. Alors, je sais que le Lapacho, ça a vachement été étudié, notamment on sait qu'il y a des molécules en fait qui vont agir, notamment au niveau de l'apoptose des cellules cancéreuses. Et voilà, comme d'ailleurs le sang du dragon, comme l'Artemisia annua. Voilà, il y a plusieurs plantes comme ça qui ont vraiment été, ou l'amygdaline aussi, qui est contenue dans les noyaux amers. Donc oui, ça peut être une bonne option. La Boswellia, ça va dépendre un petit peu de votre état hormonal. Il y a des personnes à qui j'en ai fait prendre, à qui ça va pas du tout. Donc il faut voir un petit peu si vous avez un excès d'énergie au niveau du foie, au niveau des reins, un excès du yang. Non, je ne le conseille pas. Surtout s'il y a des troubles du sommeil associés. Bon, j'en ai pas trop parlé parce que normalement c'est censé être un webinaire flash. J'ai pas trop parlé du sommeil, mais ouais, ça peut être un grand indicateur aussi de l'inflammation et notamment des heures à laquelle vous vous réveillez.
Ah, il y a quelqu'un qui écrit, bon, ça va être la dernière question et puis après, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, je vous invite après à me contacter en privé. Bon, maintenant, vous me connaissez, hein. La bentonite et le charbon sont pas mal aussi pour se lier aux toxines. Alors oui, mais c'est toujours pareil. La bentonite, c'est pas à faire sur très long terme et le charbon, c'est pareil. En fait, ce sont des chélateurs, donc ça va venir chélater, yes, les mycotoxines comme on parlait tout à l'heure, mais pas que. En fait, ça va chélater les micronutriments, etc. Donc pour quelqu'un qui est déjà bien épuisé, qui a des difficultés d'assimilation, voilà, nous sommes d'accord. Oui, bah voilà, donc c'est pas à faire sur longue durée. Donc à voir. Et puis bon, les personnes qui ont des reins fragiles, déjà, ce syndrome d'intestin irritable, si elles ont des reins fragiles en plus de ça, vous lui mettez ça, la pauvre, elle est un peu KO, quoi. Mais oui, sur court terme, ça peut être une bonne idée. Et puis à très faible dose, c'est ça en fait, c'est le dosage. En fait, le problème aujourd'hui, c'est que voilà, on vous vend des compléments alimentaires, mais on vous donne un dosage qui est un dosage super vaste, qui va pas à tout le monde en fonction des problématiques. Mais oui, le charbon et la bentonite, par contre, Didier, ça peut être super en cas de crise. Comme l'argile, c'est pareil. Vraiment, en cas de crise inflammatoire, etc., ça peut être une très bonne idée. Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour les questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en privé. Vous me retrouvez sur Maud Ploquin naturopathe sur mon site internet. Vous me laissez des petits mots. Il y a un endroit pour me contacter. Et puis après, vous me retrouvez sur Santé Détox, hein. Il y a tout ce qu'il faut, toutes mes coordonnées. On va arrêter là pour les questions. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Comme d'habitude, c'est toujours agréable de faire ces webinaires avec vous. Le prochain webinaire, je vous avais parlé la dernière fois de la cure du foie, ça arrive fin mars. On vous fait un webinaire à deux avec Patricia Joude et moi-même. Elle va vraiment tout vous expliquer sur la cure du foie. Moi, je vais lui poser pas mal de questions. Et vous pourrez intervenir aussi pendant le webinaire. Et moi, je pourrais aussi vous répondre en même temps, vu qu'on sera deux. Ça sera un petit peu plus simple. Donc, merci à tous encore d'être venus. Et puis, eh bien, à la prochaine. Vous serez au courant très prochainement du prochain webinaire. Merci à tous. Merci. Merci et très bonne soirée.